Bienvenue sur la chaîne du Moniteur Automobile. Aujourd'hui, je vous parle de la voiture derrière moi. C'est une Fiat 500, mais là, un petit quelque chose de spécial. Je vous explique tout ça. Bien entendu, avant ça, vous n'oubliez pas, on s'abonne, on active les notifications. C'est important pour nous. On fait l'effort de faire les vidéos même sous la pluie. Mettez un peu de soleil en mettant un petit pouce bleu, s'il vous plaît. Alors, vous me direz, cette Fiat 500, on la connaît. Elle a été lancée en 2020. C'était la fameuse Fiat 500e, la première 500 électrique. Eh bien oui, c'est cette voiture-là, sauf qu'il y a un petit twist. Elle est électrifiée maintenant, mais elle n'est plus électrique, c'est la 500 Hybrid. Alors on va commencer par son design, bien entendu, directement reconnaissable. Moi j'aime beaucoup le petit travail qui a été fait sur les signatures lumineuses, qui reprennent un peu les schémas qui existaient sur la version précédente, mais modernisés. J'aime bien les petits détails, avec le petit sourire, avec la calandre pleine ici et de couleur, avec la grille, la même couleur que la carrosserie. Les petits éléments qui viennent ici et qui vont donner un petit côté un peu précieux à l'avant. C'est assez sympathique. Et puis pour le reste, on retrouve un peu la forme générale du pot de yaourt, comme on le définissait pour la première génération, la 500 originelle, avec cette forme ici qui revient vraiment de façon assez abrupte. On a toujours la fameuse signature ici, inaugurée par la 500e, sauf que maintenant il n'est plus écrit 500e, mais 500. Et la fierté, c'est que la voiture vient de Turin, elle a été conçue à Turin, elle est produite à Turin. Donc c'est bien écrit dessus, les Italiens sont assez fiers de ça. À l'arrière, c'est comme sur la 500e, il n'y a pas de différence. On retrouve le même dessin des feux arrière, le même dessin général même d'ailleurs. La seule différence, elle se trouve ici puisqu'il n'y a plus de 500e pour le électrique, mais un beau petit logo Hybrid pour expliquer que cette voiture-ci, elle a un moteur essence avec une électrification. Excusez-moi, je rigole, mais c'est parce que mon caméraman, comme il pleut, il a son parapluie mis dans sa veste et là, elle vient de s'envoler. Bon, maintenant qu'il a les cheveux à l'air comme moi et qu'on est solidaire, on va vous montrer un peu le coffre. Et là, il n'est pas très solidaire des gens qui aiment faire des grosses courses parce qu'il n'y a que 183 litres. C'est normal, la voiture est petite, 3,63 m de long, 1,65 m de large. C'est pas énorme, mais bon, ça suffit pour aller faire le shopping si vous êtes à deux ou tout seul. Parce qu'on peut l'étendre, la banquette est rabattable en un seul tenant pour aller jusqu'à 440 litres. Mais vous voyez, là, avec une position de conduite comme la mienne, et je mesure 1,78 m, je ne suis pas spécialement grand, on ne sait pas rabattre le siège à fond. Ou alors, il faut d'abord les rabattre et puis reculer les sièges. Donc, c'est un peu contraignant, mais ça peut toujours servir. À l'intérieur, c'est une Fiat 500. Donc, moi, j'aime beaucoup le petit rappel ici sur tout le tableau de bord en couleur carrosserie. C'est sympathique, ça amène de la vie dans la voiture. Forcément, ça reste une voiture économique, une Fiat économique. Donc, tous les plastiques sont durs. A priori, ils ont l'air quand même mieux faits que dans une Fiat Panda, enfin Grande Panda, excusez-moi. Donc, ça devrait pouvoir durer. Et puis pour le reste, on a une ergonomie assez connue des utilisateurs d'une Fiat 500, avec des vrais boutons physiques sur le volant, à gauche le multimédia, à droite les aides à la conduite, les commodos classiques, un bon vieux levier de vitesse. Bon, le pommeau fait très plastique, mais bon, au moins c'est un vrai pommeau, c'est déjà ça. Et des commandes physiques aussi pour tout ce qui est lié à la climatisation ici. Donc ça c'est bien. On a un port USB qui va se retrouver là, un petit emplacement pour pouvoir mettre son téléphone. On a des boutons ici directement pour le réglage du volume du système audio. Il n'y a plus de frein à main classique. Mais on a toujours une commande ici pour le frein à main électrique. Donc voilà, en termes de visibilité, c'est raisonnable. Le pare-brise reste relativement vertical. Donc on garde une bonne visibilité, de très grands rétroviseurs, ce qui peut toujours être utile quand on se balade en ville. Par contre, il y a des petits détails que j'aime moins dans cette voiture. À commencer par les boutons pour ouvrir les portes. Très honnêtement, je trouve que c'est un gadget plus qu'autre chose. Et je trouve pas ça exceptionnel. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que la position de conduite, on est quand même assis très haut dans cette voiture, même quand on règle le siège au plus bas. Donc ça, c'est un petit peu gênant, mais c'est logique. La voiture, à la base, est une voiture électrique et Fiat n'a pas voulu faire de développement spécifique pour cette version thermique qui aurait permis de rabaisser le siège en rabaissant le plancher, etc. Ils ne l'ont pas fait ici, ça peut se comprendre. On verra tout à l'heure si c'est un impact sur le prix, mais spoiler alerte, pas tellement. Sinon, moi, j'aime bien l'intérieur ici. Les sièges sont agréables. L'assise est un petit peu courte, mais bon, c'est adapté au format de la voiture. Maintenant, reste à voir ce que ça donne quand on la conduit, cette petite Fiat 500 hybride, parce que la 500 électrique était très agréable à conduire, sauf qu'elle faisait un peu lourd. Andiamo. Alors, première chose, vous l'entendez de suite. On entend le son typique d'un 3 cylindres. Forcément, Fiat n'a pas créé ou conçu un nouveau moteur. Il est allé recycler ce qu'il avait sur ses étagères. Et donc, ça veut dire qu'on retrouve ici dans cette Fiat 500 hybride le fameux 3 cylindres 1 litre Firefly qu'il y avait dans la génération précédente. Et donc, vous l'aurez compris, en termes d'hybridation, il faut le dire vite puisqu'il s'agit d'une micro-hybridation ici, donc MHEV,
de type 12 volts qui consiste principalement en un alterno démarreur, je vais y arriver, qui va aider un peu la voiture au démarrage et éventuellement au moment des changements de rapport. Très honnêtement, la conduite, ça ne se ressent pas vraiment, même pas du tout les 3/4 du temps. Donc ça, c'est une première chose. Et ça signifie quoi concrètement? Ça signifie que le moteur a des ressources relativement limitées puisqu'on dispose de 65 chevaux et 92 Nm pour une masse qui varie entre 1060 et 1090 kg en ordre de marche. Et une fois que c'est moi qui est à bord, on dépasse largement les 1100 kg. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Ça reste très limité, vraiment pour un usage urbain, vous l'aurez compris. C'est pas plus mal dans l'absolu parce que c'est la vocation première de cette voiture. Mais ça signifie qu'en termes d'accélération, voilà, là je suis pied au plancher en deuxième et il faut le temps. C'est normal. La voiture nécessite 16 secondes 2 pour passer de 0 à 100. Oui, vous avez bien entendu, 16 secondes 2. Donc, il ne faut pas être pressé et il vaut mieux être déjà bien lancé avant de monter sur l'autoroute. Donc, sachez-le. Et dans ce cas-là, il faudra être bien délicat avec le volant parce que le comportement reste assez vif. On a un empattement qui fait à peine plus de 2,30 m ici. Donc, ça reste très limité. Et donc, ça veut dire qu'en termes de stabilité, ce n'est pas la voiture la plus stable du monde. Elle n'est pas dangereuse, loin de là. Et l'avantage en contrepartie, c'est qu'on a une voiture qui va être très agile. Donc ça, c'est une très bonne chose puisque en ville, justement, une voiture agile, c'est quand même sympa. Nous sommes ici dans un contexte de roulage qui n'est pas urbain, vous l'aurez remarqué avec les images. Et concrètement, on est sur des axes un peu plus rapides et ça permet, et sur un revêtement plus rugueux, ça permet de constater différentes petites choses. La première chose, c'est que la sonorisation au bruit de roulement n'est pas exceptionnelle, mais n'est pas catastrophique non plus. Par contre, ce qu'on entend vraiment bien, c'est lui. Très honnêtement, quand votre Fiat 500 fait déjà ce bruit-là, est-ce que ça vaut vraiment la peine de payer cher pour une Abarth? Non, surtout que l'Abarth, elle est toujours 100% électrique. Donc voilà un petit peu le côté presque sympa. Ça fait partie du folklore d'une Fiat 500, j'ai envie de dire. Ce petit bruit moteur qui est présent. Et pour une fois qui n'est pas déplaisant, même si c'est un 3 cylindres, certains n'aiment pas. Moi, je trouve que c'est pas déplaisant du tout. Et donc, du coup, ça donne un petit côté charmant à la voiture. Ça, un peu old school, ce qui va bien avec tout le reste. La position de conduite, on est assis un peu comme sur une chaise, mais c'est nettement plus ergonomique que sur la 500 de la génération précédente. Soyons très francs là-dessus. On n'a pas la tête comme ça dès qu'on est un peu grand. On n'est pas complètement décalé. Donc, là-dessus, c'est bien. En termes d'amplitude de réglage, c'est correct pour une voiture de cette catégorie. Donc, il n'y a pas à se plaindre non plus. Maintenant, la voiture n'est peut-être pas très lourde. Donc, elle gagne vraiment en agilité dans son comportement par rapport à la 500 électrique. Ça, c'est un point très appréciable. Mais concrètement, la voiture reste quand même assez ferme sur ses suspensions. Donc, elle peut vite être sautillante. Là, vous voyez, j'ai un petit sens interdit devant moi. Donc, il faut que je fasse demi-tour. On va voir si la voiture est agile. Qu'est-ce que ça donne en termes de diamètre de braquage? Eh bien, vous voyez que c'est plutôt convaincant. Très clairement, la voiture tourne très court. C'est le gros avantage de sa longueur limitée, 3,63 m. Et donc, forcément, cette voiture, elle se sent à l'aise. Voilà. Des virages comme ceci, en angle droit, comme on en a plein dans le milieu urbain, ça ne pose pas le moindre problème. On peut se faufiler assez facilement. Une fois que la voiture est lancée, concrètement, on a aussi une voiture qui va être très vive. Parce qu'à ce moment-là, une fois que le moteur est dans la bonne plage de régime, idéalement aux alentours des 3000 tours minute, donc il faut jouer un peu de la boîte de vitesse, on se retrouve avec une voiture qui va avoir suffisamment de répondants pour les vitesses auxquelles on circule en ville. Alors au niveau de la conduite, la position de conduite, je l'ai dit, on est assis assez haut. C'est pas gênant pour la visibilité. Par contre, au niveau des commandes, on a un volant très Fiat 500, donc c'est très léger, très mou. On n'a pas vraiment de retour dedans. Mais voilà, vous voyez, on met une impulsion, il y a une réaction derrière. Le châssis laisse un peu de roulis, mais pas trop. Il est même un peu sautillant sur des revêtements qui seront légèrement bosselés ou ondulés. Ce qui est amplifié par le fait qu'on a un empattement court de nouveau, l'un ne va pas sans l'autre. Au niveau de la commande de boîte, la pédale d'embrayage a une pédale à la course assez longue, ce qui, ajouté à la position de conduite assez verticale, va rendre le dosage parfois un peu délicat quand vous découvrez la voiture. Et on ne passera pas les rapports à la volée avec, clairement, d'autant plus que les débattements du levier de vitesse, eux, sont vraiment très longs ici. La motricité, elle ne pose pas de problème. Parce que grosso modo, il n'y a pas de chevaux à faire passer au sol. Donc, ce n'est pas très compliqué non plus sur ce plan-là. On va avoir un moteur qui, une fois qu'il est dans la bonne plage de régime, va avoir suffisamment de nerfs pour pouvoir se déplacer en ville de façon fluide dans le trafic.
Par contre, dès qu'on sort d'un contexte urbain, c'est beaucoup plus compliqué. Vous entendez, les bruits de roulement sont plus présents aussi. Hein, la voiture n'est pas faite pour ce genre de contexte-là. Là, on est dans ce qu'il y a de pire pour elle. Revêtement en béton rugueux. Ce sont des plaques de béton en plus, donc avec chaque fois ce petit écart entre les plaques, etc. Donc, la voiture n'est pas faite pour ça, mais elle reste confortable. Il n'y a aucun choc dans les fesses ou dans le bas du dos. Elle les absorbe très bien. C'est juste que elle va être un peu sautillante, donc ça peut être désagréable. Mais c'est un contexte qu'on ne retrouve généralement pas en milieu urbain, l'endroit où cette voiture est censée rouler. Sur le plan de la consommation, cette Fiat 500, c'est un peu, il y a à boire et à manger. Si vous êtes en ville et que vous utilisez correctement les régimes moteurs, concrètement, vous pourrez avoir une consommation qui va aussi entre 5 litres et 5 litres et demi. Ça n'a absolument rien d'extraordinaire au vu du potentiel de performance très très limité de cette voiture, mais ça reste raisonnable dans l'absolu. Ça, il faut le reconnaître. Maintenant, si vous sortez sur des grands axes, et pire, si vous allez sur l'autoroute et que vous avez une ou deux personnes à bord, évitez d'avoir des adultes à l'arrière, ils ne vous aimeront pas quand vous arriverez à destination. Mais là, on peut très vite arriver à des consommations de 7 litres ou davantage, ce qui, avec un réservoir qui fait à peine plus de 30 litres, limite fortement l'autonomie. C'est bien, ça vous entraîne pour une électrique plus tard, c'est pas plus mal. Mais bon, voilà. 5 litres et demi, ça reste raisonnable, ça permet de voir venir, on ne devra pas aller faire le plein toutes les semaines avec cette voiture-là, sachant que généralement, les utilisateurs de Fiat 500 ont un kilométrage moyen quotidien assez bas, puisque c'est principalement des évolutions urbaines. Voilà un peu le tour sur le plan dynamique de cette voiture. Elle n'est pas désagréable, elle a une certaine agilité grâce à la masse réduite par rapport à la Fiat 500 électrique, et elle profite du même châssis très rigide, donc très réactif. Les suspensions fonctionnent bien, les commandes sont agréables en ville mais sont un peu moins plaisantes, moins intuitives quand on sort du contexte urbain, je l'ai dit. Un volant un peu mou, commande avec des dépattements amples, c'est pas idéal mais ça va. Et au niveau du bruit, je suis sûr que si j'avais quelqu'un à côté de moi, je pourrais lui parler comme ça calmement, il m'entendrait sans trop de problème. Par contre, et là je reviens là-dessus, hop, on va redescendre une petite vitesse avant, hop, et ce petit bruit là, il est quand même sympathique. Et heureusement qu'il est sympathique parce qu'il faut l'écouter longtemps quand on va atteindre une vitesse qu'on a pour se déplacer en dehors de la ville. Par exemple, on va voir un petit peu ce que donne ce moteur, petite capsule comme ça vous prenez conscience, pour un changement de vitesse classique en milieu urbain. Donc là, je suis à 30 à l'heure et je vais devoir aller jusqu'à 50. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, ça prend quand même du temps, vous n'y arrivez pas en un claquement de doigts. Donc sachez-le, prévoyez-le quand vous roulez avec la voiture parce que c'est nécessaire de savoir à quoi on doit s'en tenir, à quoi on doit s'attendre quand on roule avec cette petite Fiat 500 hybride. Clairement, je le rappelle, c'est un bricolage. C'est juste parce que la 500 électrique ne se vend plus assez. Elle a eu un bon petit succès la première année de commercialisation, puis les ventes n'ont fait que descendre. Et donc voilà, ici, Fiat a bien dû trouver une solution pour continuer à faire tourner ses usines et ne pas fermer boutique. Et ils ont mis le vieux Firefly dedans et voilà ce que ça donne. Alors si Fiat a improvisé ou bricolé cette 500 hybride sur base de la 500 électrique, c'est pour une bonne raison, c'est que ça répond à un besoin. Pas seulement parce que Fiat n'arrive pas à vendre les électriques, mais parce qu'il y a un besoin, c'est vraiment devenu très rare de trouver une petite citadine, une vraie petite citadine, avec un moteur thermique dedans. Fiat sait que c'est rare, donc que ça a une certaine valeur, qu'elle a une très bonne cote. Ça signifie quoi? Concrètement, que pour vous offrir une Fiat 500 hybride maintenant, il faut débourser un minimum de 19 900 €. Prix catalogue, on sait bien que chez Fiat, on peut négocier, donc ça c'est autre chose. Mais prix catalogue, ça débute à 19 900 €. Vous comptez 24 400 € pour la finition haute, la Prima. En comparaison, pour l'électrique, on débute à 23 900 € et on monte à 31 400 € pour une électrique en finition, la Prima, pour
la version classique 3 portes. Elle existe également en cabriolet, c'est un peu plus cher. Par contre, attention, la fameuse 3+1 avec la petite porte additionnelle derrière, celle-là, elle est réservée à l'électrique, elle n'est pas disponible avec l'hybride. Concrètement, ça veut dire quoi? Mais que cette voiture est quand même bien positionnée, qu'elle doit permettre à Fiat de regagner un peu des sous en vendant des voitures pas trop bon marché non plus, puisqu'il n'y a pas vraiment beaucoup de concurrence, à part éventuellement une Kia Picanto ou alors une Toyota Aygo Cross. Hein, je vous invite à regarder la vidéo, hein, on avait fait l'essai de cette voiture. Ben, il n'y a pas grand-chose comme concurrence et généralement, elles sont presque dans les mêmes prix ou un peu plus chères. Donc elle est bien positionnée. Alors ben voilà, il est temps de conclure cet essai avec cette petite Fiat 500 Hybrid qui a le mérite d'avoir une bonne bouille. Ça reste une Fiat 500. Elle est plutôt amusante à conduire en ville et dans l'absolu, elle reste relativement économique à l'usage, même si il ne faut pas se fier au nom hybride. Clairement, ça n'est pas une vraie hybride. La consommation, c'est entre 5 litres et 5 litres et demi. C'est vrai, c'est raisonnable. Mais ce n'est pas avec cette voiture-là que Fiat va pouvoir convaincre les gens de passer à l'électrique pour la prochaine génération, par exemple. L'autre élément, c'est qu'elle reste quand même relativement chère. Il faut bien le dire. 19 900 € minimum, c'est quand même un certain prix pour une si petite voiture. Et enfin, dernier élément, le moteur reste un petit peu limité par rapport au potentiel de la voiture qui va se circonscrire à une utilisation principalement urbaine parce que 65 chevaux dans une voiture qui pèse un peu plus d'une tonne, ça devient un petit peu limite pour s'évader et prendre l'autoroute. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cet essai de la Fiat 500 hybride. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, on s'abonne, on active les notifications, c'est très important pour nous. Et moi, je vous dis ciao pour d'autres vidéos.